Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 romans et d'un ouvrage graphique. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Le voleur de baisers de L.J. Chen aux éditions Hugo Romans. C'est un roman que j'ai lu, franchement je crois que c'était en janvier. Si j'en ai pas parlé tout de suite, c'est parce que je m'étais dit, oh bah vu que je veux me remettre à la romance, peut-être que je vais attendre de lire plusieurs romances pour faire, en plus en février, peut-être une vidéo sur un update lecture romance. Et puis en fait, j'en ai lu un autre après, mais c'est tout, donc je l'inclus dans un update lecture de base. Dans cette histoire, nous suivons Francesca qui est l'héritière de la mafia, c'est où, à Chicago, voilà, la mafia italienne, et Wolf. En fait, on va avoir des chapitres alternés entre les deux. On va avoir aussi Wolf Keaton qui est sénateur et qui va tout faire pour se marier avec Francesca pour essayer de coincer son père en fait, tout simplement. Du coup on va avoir un petit côté politique, une bonne petite compétition au niveau du pouvoir entre Wolf et le père de Francesca, et puis forcément on va tomber dans le cliché de Francesca, la fille pure qui se gardait pour le mariage parce que dans la mafia, voilà, qui allait normalement, qui était promise presque à un garçon d'un autre grand influent dans la mafia, et puis finalement vu que Wolf il arrive et que le père a pas trop le choix, elle se retrouve avec le sénateur un peu plus vieux qu'elle, un peu brutal, qui a une réputation de coureur de jupons. On a des clichés, et lui il est torturé par son passé, il est rigide, il est un peu détestable à certains moments. Je l'ai autant aimé sur la suite que détesté au début. Et Francesca, c'est la grande naïve qui finalement commence à se mettre un peu de plomb dans la cervelle. Bon, j'ai bien aimé ce roman, ça a été une bonne lecture franchement, j'ai bien aimé cette romance. Ça m'a pas mal renoué avec la romance. Je sais qu'il y a plein de clichés, mais avec moi ça l'a fait quand même. Maintenant il y a des trucs quand même, au niveau de l'égalité homme-femme c'est pas trop ça. Comme dans beaucoup de romances évidemment, mais j'ai trouvé la première scène de sexe dans ce roman, elle est atroce. Je vous jure que c'est atroce. C'est un viol, pas vraiment viol, parce que finalement elle dit vas-y, sauf qu'elle veut pas. C'est super bizarre comme première scène, et voilà, je l'ai lu en janvier, j'y pense encore. C'était assez traumatisant aussi, si vous n'avez jamais rien fait de ce côté là, évitez de lire ça parce que c'est traumatisant sur la première fois, c'est clair. C'était pas... j'aimais pas les scènes olé olé là, ça a du mal à passer, je vous avoue, la New Romance dans certains cas. Là j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, c'était pas mal, vraiment pour moi c'était une bonne lecture, mais il y a des scènes, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, tu peux pas faire ça. J'ai bien aimé quand Francesca elle se bouge un petit peu, parce que la nana naïve, franchement ça me va bien 5 minutes, voilà. Mais bon, c'était quand même une bonne lecture, mais j'y ai trouvé pas mal de défauts. Alors oui, je suis bon public, mais il y a des choses qu'on peut pas non plus tout accepté. Le mec torturé qui est pas très gentil et franchement irrespectueux parce qu'il est torturé, ça va bien 5 minutes quoi. Voilà. Au niveau personnalité c'était pas dingue, et ça donne pas forcément les bons messages pour les plus jeunes, donc quand on est comme moi un public averti, ça passe même s'il y a des choses qui ne passent pas, mais je me dis qu'il y a des jeunes qui vont lire ce roman et il y a certaines choses qui devrait plus voir en fait, c'est tout. Ensuite j'ai aussi lu, je le classe un peu dans les romances mais pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu Dites-moi des choses tendres de Cécile Henrold aux éditions Erol. Alors là pour le coup on est tout à l'opposé, vraiment tout à l'opposé de celui d'avant. Déjà on n'a pas de scène de sexe je crois, par contre on va parler de plusieurs histoires d'amour et de désamour aussi. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le fait d'arrêter d'aimer dans ce roman, en suivant une famille et plusieurs membres d'une même famille. On va aller de l'enfant qui découvre ses premiers émois amoureux à l'école primaire aux grands-parents qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Et là on va aborder énormément de thèmes dans l'amour. J'ai mis quelques signets dans ce roman parce que j'ai trouvé la plume absolument magnifique. Vraiment j'ai beaucoup aimé certains passages et ils sont tellement justes. Dans ce roman on ne prône pas l'emprise, on ne prône pas l'influence, on va même dénoncer justement cette emprise de certaines femmes battues, mais c'est loin d'être le message
principal du roman. Ça arrive à un moment donné, il faut le savoir, il y a des scènes un peu dures, vraiment. Voilà, il y a quelques scènes un peu dures. On va aussi avoir des scènes d'amour absolument géniales. Au début, en tout cas, quand on voit par exemple les grands-parents qui s'aiment toujours après 50 ans, c'est magnifique. Et puis on va voir que finalement vieillir ensemble, ça a aussi ses inconvénients. L'enfant qui découvre ses premiers émois amoureux, il est vraiment touchant et j'ai trouvé ça vraiment top. Après on va aussi suivre, je crois c'est sa grande sœur qui connaît son premier vrai chagrin d'amour et j'adore le message qui est donné avec elle, c'est justement de ne pas rester dépendante de quelqu'un et de vouloir toujours à tout prix le récupérer, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir par la suite aimer quelqu'un d'autre. C'est tellement génial, c'est tellement bien fait. Enfin, quelqu'un qui nous parle d'amour, de désamour, de déception et d'influence de façon juste et sans sexisme, sans quoi que ce soit. Vraiment, j'ai adoré ce roman, vraiment. En plus, c'est des petits chapitres courts, hein, ça fait à chaque fois 2-3 pages, parfois il y a même des petits échanges d'SMS. Ça se lit tout seul. Je vous avoue que j'ai mis un certain temps à le lire parce que j'avais pas envie de le terminer. J'aimais beaucoup les petites histoires et puis franchement, on peut s'arrêter très régulièrement, il n'y a aucun souci. On a aussi le thème du divorce, hein. Qu'est-ce qu'on fait quand au bout de 20 ans il n'y a plus d'amour? Voilà. J'ai adoré. En gros, c'est une vision globale de l'amour, de comment il peut évoluer et de comment il apparaît et tout, et aussi l'amour de soi-même, et ça c'est super important. C'est super important et ça dénonce l'emprise, l'influence et tout ça. J'ai adoré ce roman. Ça reste une sorte... Alors Erol, ça reste beaucoup de développement personnel. Là je dirais que c'est plus une réflexion autour de l'amour en général et c'était très joli, c'était très bien écrit. Je vous le conseille chaudement. Et puis j'ai aussi lu Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors là ça a été un roman qui a été dévoré. Je crois que je l'ai lu en 4 jours, mais parce que j'avais pas le temps de lire, parce que je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'avais le temps de lire j'avais le nez dedans, mais malheureusement j'avais pas beaucoup de temps libre à ce moment là et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir avancer. C'est vraiment un super roman d'ambiance. On va suivre 3 jeunes filles qui évoluent dans un pensionnat de jeunes filles qui se trouve sur une île. Elles s'appellent Eti, Bayat et Riz, et ces jeunes filles en fait on va les suivre alors qu'elles sont déjà infectées par la tox. La tox c'est quoi? On n'en sait rien, mais ça atteint tout le monde différemment. C'est-à-dire que par exemple Eti, elle, ça lui a pris un de ses yeux. Il me semble que c'est l'œil droit qu'elle ne peut plus ouvrir. Bayat, elle, ça lui a créé une deuxième colonne vertébrale. Riz, ça lui a fait une main avec des écailles qu'elle peut plus vraiment utiliser. Enfin voilà. Bref, l'île est en quarantaine. On a des bateaux qui viennent amener des vivres, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Tout le monde essaye de survivre, quitte à se taper sur la gueule, hein, vraiment. C'est un roman d'ambiance mais type horrifique. Vraiment c'est un roman d'horreur. Il y a eu des moments où j'étais mal à l'aise alors que c'est un roman jeune adulte et que je ne suis plus une jeune adulte. Voilà, c'est tout, il faut l'avouer à un moment donné. Et ouais, c'est un vrai roman d'ambiance. Il y a beaucoup de suspense. J'ai adoré jusqu'à la fin que je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de fin dans ce roman et ça manque tellement cruellement. Vous êtes là à fond pendant 400 pages, vous voulez savoir le fin mot de l'histoire, vous commencez à en savoir davantage, vous avez des révélations, vous avez encore plus de suspense, et puis là d'un seul coup, alors qu'avant franchement on prenait plutôt son temps, hein, dans la première moitié du roman, voire presque les 3/4, on prend son temps et d'un coup il y a une chose qui se passe et tout s'accélère. Là on enchaîne l'action. Et à la fin, moi j'ai cru qu'il y a... Enfin, en fait, j'ai tourné la page et j'ai dit... C'est tout. Mais où est la fin? Il n'y a pas de fin. C'est tellement frustrant. Et il est normalement écrit pour être un one shot. Alors de ce que j'ai lu sur internet, l'auteur... En gros, on lui a demandé un tome 2 et elle n'a pas encore répondu, elle sait pas, elle hésite je pense. Mais à la base c'est un one shot. Et vous êtes censé... pour le coup vraiment faire votre fin vous-même. Alors oui, on a la réponse à la plupart des questions, mais on laisse quand même certaines jeunes filles dans une situation très particulière et très précaire en fait. Donc je vois pas comment elles peuvent s'en sortir, ne pas s'en sortir, j'en sais rien en fait, et ça m'énerve parce que j'ai adoré cette histoire, ça a été une très bonne lecture pour moi. Il y avait beaucoup de suspense, j'ai été horrifiée par les descriptions, vraiment quand on vous décrit l'état de santé des filles, vous avez pas envie de l'attraper ce truc là, hein. C'est pas le coronavirus, hein. On est vraiment sur un autre level, hein. Là il n'y a aucun rapport. C'est à la fois horrible et désastreux et il n'y a pas de fin quoi. Il n'y a pas de fin.
Donc pour le coup franchement c'était une super bonne lecture. Si vous le lisez pour l'ambiance, pour le suspense et tout, allez-y, foncez. Mais si vous n'aimez pas du tout les fins ouvertes comme moi je déteste ça, ça va vous laisser comme un goût d'inachevé en fait, tout simplement. C'est dommage, quelle bonne histoire, j'espère vraiment qu'elle va décider de faire une suite parce que ça le mérite totalement. Ensuite, dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Horizon, le tome 3 des cendres nous renaîtrons de Lizia Maro aux éditions Inceptio. Qu'est-ce que je l'ai fait attendre ce roman, je crois qu'il est sorti l'été dernier en 2019. Je l'avais reçu mais c'est pas du tout que j'avais pas envie de continuer la saga, c'est juste que vous voyez, quand vous êtes dans une saga que vous aimez bien, et tant que vous l'avez pas fini, vous avez l'impression que les personnages sont toujours avec vous. Dans cette histoire, en tout cas dans le tome 1, nous découvrions Xalia qui évolue dans un monde post-apocalyptique et qui va rencontrer d'autres personnages, etc. et qui va essayer de renverser l'espèce de régime qui essaye de se mettre en place pour se venger. Elle veut essayer de retrouver sa famille, elle veut essayer de faire plein de choses. Et là dans ce tome 3 on la retrouve, franchement à la fin du tome 2 je me demandais ce qu'il allait se passer pour elle, hein. Ça donnait vraiment envie de lire la suite. Dans ce tome 3, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement l'importance qu'ont les personnages. Il faut pas vous attendre à un univers post-apocalyptique très détaillé avec des trucs fantastiques, il n'y a pas. Non, on est dans notre monde actuel, il s'est passé un truc à un moment donné qu'on appelle la rupture et depuis on survit, voilà ce qui se passe. Et il y a peu de descriptions au niveau de l'univers, je sais qu'il y en a que ça a freiné, mais à partir du moment où vous êtes au courant et que vous savez que tout est basé sur les personnages et sur les scènes d'action, il passe crème. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré retrouver Xalia et tous les autres et surtout on va changer de lieu. Pour moi ce livre là c'est un livre de transition. Il souffre pas forcément d'un syndrome du tome 2 parce que je ne me suis pas ennuyée. Pour moi un syndrome du tome 2, vous savez, c'est ce tome 2 utilisé uniquement pour des longueurs descriptives. Ici en effet il y a beaucoup de descriptions et beaucoup moins d'action que dans les premiers et deuxièmes tomes, mais on sent la tension, la pression là qui est en train de monter derrière et on sent qu'en fait l'auteur elle est en train de se foutre de nous, qu'elle est en train de nous rassurer. Franchement moi je l'ai pris comme ça. Je me sens rassurée parce qu'on est en train de découvrir un nouveau lieu. On est davantage aussi dans le côté militaire, dans la politique et tout. On a aussi davantage de souvenirs de Xalia. Enfin franchement tout est bien imbriqué. Mais moi j'ai l'impression que l'auteur est en train de nous dire wouhou c'est le monde des bisounours, t'inquiète pas ça va bien se passer, pour nous en mettre plein la tronche derrière. Je sens vraiment la pression qui monte et je peux vous assurer que la dernière page, vous pouvez pas en sortir indemne en fait. Je me suis fait violence pour ne pas prendre le tome 4 parce qu'en fait j'ai pas envie de finir la saga tout de suite quand même, et puis je suis un peu sadique avec moi-même, j'aime bien les auteurs sadiques, mais je vous assure que la fin du tome 3 pour ceux qui ont dû attendre d'avoir le tome 4, mais elle est tellement difficile. Moi il est là, je sais pas si vous le voyez dans le cadre, moi je l'ai là. Il est là, je sais que je peux le lire à tout moment donc je le sens plutôt bien, je me sens plutôt bien, mais je sais surtout que je vais beaucoup aller en commentaire, en message privé voir l'auteur pour lui demander pourquoi elle fait ça à ses personnages. J'en suis certaine, je le vois arriver mais à des années-lumière. J'en ai parlé avec Elina, l'auteur des Arcanes d'Emera qui l'a lu, et elle m'a dit je t'assure que t'es pas prête parce que moi j'étais pas prête. Donc j'ai peur, j'ai peur maintenant, voilà. Mais bref, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, vraiment allez-y, foncez si ça vous intéresse au niveau des scènes d'action, avec une héroïne badass qui devient, je dirais pas vulnérable, mais dont la carapace commence à se fissurer peu à peu. Franchement allez-y, foncez, c'est une super saga, c'est une super auteure. J'aime beaucoup et je vais pas dire que j'ai hâte de lire le tome 4 parce que j'ai pas hâte de terminer la saga, mais j'ai hâte de retrouver les personnages et de quand même savoir le fin mot de l'histoire. Et puis on va parler très brièvement de Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un petit album, alors je vais vous montrer. En fait voilà, il est vraiment petit, hein, vous voyez, c'est pas un grand album, et en fait il y a des illustrations et du texte. Dans cette histoire on va suivre Gloria, une hirondelle, et Freddy, un livreur de glace je crois, qui font vraiment tout à contre-courant, ils font pas comme tout le monde. C'est à dire que Gloria, bah écoutez, normalement les hirondelles en hiver elles descendent vers l'Afrique, elle non, elle va aller de l'Afrique vers le froid de l'hiver, vers l'Europe, et Freddy lui, le soir de Noël, il se retrouve à faire une livraison entre l'Italie et l'Angleterre, donc il est sur la route en fait. Sauf qu'en gros, bon évidemment je peux pas vous en dire beaucoup parce qu'il fait 50 pages donc je vais tout vous spoiler, mais le truc c'est que leur destin va évidemment se croiser hein, entre Gloria et Freddy, et que ça va être totalement déterminant pour
quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et dont je ne vous dirai rien bien évidemment. J'ai beaucoup aimé cet album, il m'a beaucoup touchée et je m'attendais pas à un conte de Noël comme ça. Je suis habituée à des contes de Noël assez mièvres, assez mignons, voilà, c'est mignon, c'est l'ambiance de Noël et tout. Là on n'est pas là-dedans, hein. Oubliez ça tout de suite, on n'est pas du tout là-dedans, d'accord? On est dans quelque chose de dur, de brutal, on vous rappelle la réalité tout en vous disant que finalement avec l'humanité des gens, la compréhension, l'entraide, l'échange, on peut arriver à tout. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage et en plus les graphismes sont très jolis donc voilà. N'hésitez pas à le découvrir, peut-être en médiathèque hein, parce que bon forcément il coûte 13 € pour 50 pages. Moi évidemment la maison d'édition Gallimard Jeunesse me l'avait envoyé donc voilà je l'ai découvert. Ça m'a redonné un petit goût de Noël. J'en ai profité en fait quand il neigeait cette semaine. Je me suis dit allez on n'est plus à Noël mais il neige, c'est le moment de le sortir et j'ai bien fait. J'ai été très touchée par cet ouvrage, vraiment il est super sympa. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir ou pas trop, hein, vous avez le droit de le dire aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I'm just trying to keep it real. Let me love you on the inside, love you on the inside. Tell me exactly what you mean.